Merci à tous d'être revenus après cette pause. Et après le sous-sol, nous allons remonter, mais nous allons passer à l'analyse, telle que Christian Plozzoli va la faire, d'un document phare, d'une source secondaire, mais certainement intéressante pour comprendre l'histoire de ce bâti. Et qui va permettre de répondre aux diverses questions qui ont été posées précédemment. Et ce n'est pas un document secondaire. Non, Réponse à la première question. Secondaire au sens pas d'archives, primaire. C'est un document... Mais quel document? Voilà, bon. Rebonjour à toutes et à tous. Donc cette communication va consister à examiner dans le détail la miniature avant avril du calendrier des très riches heures du duc de Berry et de voir ce que l'on peut en tirer pour la connaissance des parties disparues du château. Alors, dans un premier temps, je vais vous présenter les riches heures du duc de Berry, leurs commanditaires, leurs auteurs, et ensuite nous passerons à l'analyse de la miniature proprement dite. Alors, un livre d'heures, c'est un ouvrage liturgique qui est destiné aux fidèles laïcs et qui permet de suivre la liturgie des heures. Ce sont des ouvrages qui apparaissent au XIIIe siècle et qui se développent particulièrement au XVe siècle et qui varient suivant la région où ils ont été établis. Donc, la liturgie des heures vise à suivre des prières quotidiennes réparties en plusieurs moments de la journée. Et cela correspond à une individualisation de la pratique religieuse sans médiation du clergé. Alors, généralement, un livre d'heures se présente de la façon suivante. Il y a les heures de la Vierge, qui sont des cantiques liés à la vie de la Vierge. Il y a des psaumes, qui sont des textes poétiques chantés. Il y a l'office des morts, pour le salut des âmes des morts, et le calendrier qui permet de retrouver les prières correspondant au jour donné et d'indiquer les principales fêtes des saints du jour. Les riches heures du duc de Berry. Alors, je voulais vous montrer d'abord cette photo qui représente des exemples de livres d'heures et qui montre que ce sont des ouvrages d'apparat pour les élites. En particulier le duc de Berry, dont vous voyez le gisant à gauche, et une représentation extraite des riches heures du duc de Berry à droite. Vous remarquerez déjà, on parlait de la question de la véracité de la représentation, regardez déjà entre les deux personnages la ressemblance. Donc, le duc de Berry, Jean Ier, est le troisième fils du roi de France, Jean II le Bon. C'est un personnage de premier plan et qui a un rôle politique considérable sous les règnes de son frère Charles V et de son neveu Charles VI. En particulier, en 1380, il est tuteur du jeune roi Charles VI, et à partir de 1392, lorsque se déclare la folie du roi Charles VI, il partage l'autorité du royaume. Il a un contrôle territorial très étendu, donc les duchés de Berry et d'Auvergne, mais aussi les comtés de Poitou, de Boulogne, de Montpensier. Cela lui apporte des richesses considérables et lui permet de financer de nombreuses constructions de châteaux. Vous voyez, sa résidence principale, c'est Mehun. Je ne sais pas si je prononce bien. Voilà, qui est situé ici, vous voyez là-bas, mais il a aussi beaucoup de résidences en région parisienne. À Paris, il a l'hôtel des Tournelles. Il possède aussi le château de Bicêtre, qui a disparu depuis. C'est un amateur qui collectionne beaucoup d'œuvres d'art et un mécène fastueux. À ce titre, il collectionne donc beaucoup de pièces d'orfèvrerie, comme celle-ci. Alors, il nous en reste quelques-unes, pas beaucoup, vraiment infimes, mais ça donne une idée du caractère fastueux de ces collections. Et c'est aussi, il collectionne des pierres précieuses, des médailles, et aussi beaucoup d'ouvrages. À la fin de sa vie, c'est un grand bibliophile, on recense 300 ouvrages parmi ses collections. Alors, il y a des bibles, des psautiers, des bréviaires, mais il y a aussi des ouvrages scientifiques. Il y a 24 ouvrages scientifiques et des livres d'heures. Il y en a 15. Parmi ces 15 ouvrages, il y en a 6 qu'il a fait lui-même réaliser, dont il a été commanditaire, dont
les traits riches du duc de Berry. Alors, ces traits riches ont été réalisés par les frères de Limbourg. Il y en a 3, Hermann, Paul et Jean. Tous 3 sont nés vers 1380, on ne peut pas en dire beaucoup plus, à Nimègue. Nimègue, c'est dans les actuels Pays-Bas. À l'époque, ça faisait partie du Saint-Empire romain germanique. Ils descendent d'une lignée d'artistes. Le père, Arnold, est sculpteur sur bois. En 1398, ils arrivent à Paris chez leur oncle Jean Malouel, qui est peintre des cours de France et de Bourgogne. En 1402, leur oncle les recommande au duc Philippe II de Bourgogne. Et le duc les emploie comme enlumineurs. 1405, ils sont embauchés par Jean Ier, le duc de Berry, qui leur commande un livre d'heures, les belles heures du duc de Berry. Ils mettent 4 à 5 années pour le réaliser, et le duc est très satisfait de leur travail, les comble de présents. Et après 1410, il leur assigne un projet plus important, la réalisation des traits riches heures du duc de Berry. La date fatidique, 1416. Épidémie de peste. Les 3 frères Limbourg décèdent, et le duc de Berry décède également. Je vous montre cet extrait des Heures de la Vierge, où on a 2 illustrations qui ne sont pas achevées et qui sont réputées, il faudrait pouvoir le prouver absolument, qui sont réputées comme étant un état d'inachèvement consécutif à la mort des 3 frères. Alors, les traits riches heures du duc de Berry sont considérés comme le plus beau manuscrit médiéval, comme un des plus beaux manuscrits médiévaux ornés. Le calendrier est la partie la plus célèbre de leur œuvre. Donc chaque mois, une illustration. Nous allons parler du mois d'avril, qui est là, mais je vais aussi, pour répondre à certaines questions, parler du mois d'août. Voilà, du mois d'août, qui représente le château d'Étampes. Alors, le calendrier, le mois d'avril est attribué aux frères de Limbourg. Les frères de Limbourg auraient réalisé 4 de ces représentations sur le calendrier. Donc c'est une miniature avec une palette chromatique très étendue, comme vous pouvez le voir. Celle-ci est attribuée à Jean. Elle occupe 2 pages. Le calendrier occupe 2 pages. Et alors, pour faire plaisir à Roland, je vais lui décrire les éléments qui sont visibles sur ces pages. À droite, plusieurs colonnes, une sorte de tableau. En colonne 1, le nombre d'heures astronomiques. 2, la lettre dominicale. 3 et 4, le décompte mensuel des jours. 5, la liste des saints. 6 et 7, les durées diurnes en heures et en minutes. 8, un nouveau nombre d'heures. Le duc de Berry était quelqu'un qui était féru de science. À gauche, une miniature pleine page, avec un dôme représentant des informations astronomiques inscrites dans 7 demi-cercles. Je vous ai fait un gros plan. En bas, il s'agit du dôme au-dessus de la miniature Avril. Et vous voyez, lui aussi, il est inachevé, on n'a rien dans les cases. Alors je vous en ai mis un autre pour vous montrer à quoi ça correspondait. Donc au centre, on a Jupiter sur son char. Ensuite, on avait les numéros des jours dans le mois, les lettres des premières lunes, en 3, des croissants de lune, en 4, mention de la première lune du mois, du nombre de jours, 5, la représentation des signes du zodiaque, 6, le nom du zodiaque concerné, et 7, les degrés de longitude de chaque signe zodiacal. C'est très très précis pour l'époque. Voilà, ne me posez pas de questions sur ces différents éléments, je ne serai pas capable d'y répondre tout à l'heure. Donc, revenons sur notre miniature. C'est un document, comme vous pouvez le voir, qui est assez... c'est le format d'une feuille A4, finalement. Alors, ce que l'on voit, la scène représentée. Alors, au premier plan, c'est une scène de fiançailles avec Bonne d'Armagnac, qui est la petite fille du duc, et Charles Ier d'Orléans, donc sur la gauche, qui est le neveu de Charles VI. Et ce serait une scène de fiançailles qui aurait eu lieu le 18 avril 1410 à Riom.
Derrière, on a 2 témoins, on a un page à gauche, et puis on a 2 suivantes qui sont accroupies. À droite, on a un autel avec un jardin, et au fond, on a la représentation castrale avec une représentation de ville. Cette représentation castrale est toute petite. C'est pas plus grand que ça, en fait. Alors, ce qui est intéressant, voilà, on se rapproche. Je vous rappelle la taille de la représentation. Regardez le degré de minutie. Donc, c'est quasiment un paysage. On a une vallée au premier plan, un cours d'eau, peut-être l'Orge. Donc ça veut dire que le peintre se situe sur le versant sud. On a un château avec une ville. Alors, pour répondre à Vincent, la ville, elle est schématisée. Ce n'est pas la ville représentée telle que le peintre la voyait. C'est une évocation de la présence d'une ville. Si j'avais pu vous projeter la miniature du mois d'août, vous auriez vu que Étampes est représenté aussi de façon schématique, mais avec une enceinte autour de la ville. Là, il n'y a pas d'enceinte. Et justement, on s'interroge, les historiens s'interrogent sur l'éventualité de l'existence d'une enceinte autour de Dourdan à cette époque. Est-ce qu'on avait vraiment une enceinte? Est-ce qu'on avait seulement un fossé? Est-ce qu'on avait une palissade? Est-ce qu'on avait un taillis qui délimitait la ville? On ne le sait pas. Donc toujours est-il que la représentation de la ville est schématique, c'est une évocation. En revanche, voilà le château, et là on arrive tout de suite dans quelque chose de beaucoup plus précis. Alors, la première chose que l'on peut voir, c'est que le château, il semble très très haut. Vous voyez, il y a des lignes verticales assez importantes. Et alors là, je dois souligner le travail qui avait été fait en 2011 par Philippe Lénart de l'Institut national de recherche archéologique préventive, ainsi que Roland Morano, ici présent, qui avait, grâce à des comparaisons avec la représentation du château de Saumur sur les miniatures et les vestiges, le château encore en élévation, conclut que peu ou prou, le degré d'étirement vertical du château était d'environ 1/3. Environ. Je vous rappelle que c'est une miniature de cette taille-là, donc moi je pense qu'on ne peut pas faire des calculs à la virgule près. Donc c'est pour ça que je dis un rapport d'1/3. Ce qui veut dire que si on réduit l'étirement à 2/3, on obtient ceci, c'est-à-dire une silhouette peu ou prou correspondant à celle du château vers 1410. Alors je fais une parenthèse par rapport à ma communication de ce matin. Je vous ai présenté une gravure de Claude de Châtillon. Avec Vera Marquez, nous avions fait les mêmes calculs, puisque nous avons encore la tour maîtresse en élévation. On avait appliqué un coefficient de réduction à 2/3, et on tombait sur des dimensions similaires à ce que l'on peut voir aujourd'hui. Je ne vous en ai pas parlé ce matin. Donc, grâce au travail de Philippe et de Roland, ils ont également pu voir que les vestiges qui subsistent de château sont ceux-ci. On a perdu les 2/3 du château en élévation. Cette composition est très symétrique. Vous voyez, elle est axée autour de la représentation de la tour maîtresse. C'est normal, la tour maîtresse, c'est l'incarnation du pouvoir, alors à l'époque de Philippe Auguste, du pouvoir royal. À cette époque-là, du pouvoir de Jean Ier, duc de Berry. Donc, regardez, une composition centrale autour de ce donjon, avec 2 petites tours, les tours de flanquement, qui sont de part et d'autre, avec 8 distances. Donc, je me suis amusé comme ça. Je lui dis, tiens, on peut exactement voir quel était l'emplacement du peintre lorsqu'il a représenté ce château. Et alors, je me suis amusé à regarder ça sur le cadastre napoléonien, où ça nous menait. Et alors, j'ai trouvé ça. Vous voyez, j'ai la tour maîtresse, je la projette exactement sur le milieu de la courtine, et j'arrive là, la croix Saint-Jacques, c'est un carrefour.
et on est sur l'autre versant de la vallée. Donc on peut imaginer le frère de Limbourg qui sort de la ville, se déplace, il cherche un endroit qui magnifie le donjon. Tiens, si je m'installe là, près de la croix Saint-Jacques, j'ai la vue de la vallée, et en plus, j'ai mon donjon qui est au milieu du château, au milieu de la courtine, tout ça, je peux faire une composition symétrique. Il a peut-être fait plusieurs essais en plusieurs endroits, mais c'est peut-être... Voilà, il était peut-être là. Je n'en sais rien, c'est une proposition. C'est à peu près à l'endroit, je crois qu'il y a un magasin Lidl aujourd'hui à cet endroit-là. C'est un peu moins glamour. Donc, rentrons dans le vif du sujet. Alors, on va d'abord regarder la tour maîtresse, puisque c'est l'élément central. Vous avez une fenêtre qui est représentée. Si on regarde le donjon aujourd'hui, nous n'avons plus cette fenêtre. Cela signifie que le donjon est arasé à peu près ici. Cette fenêtre devait être à peu près située à l'emplacement du débouché de l'escalier en vis sur la terrasse sommitale. Voici tous les détails qui sont représentés sur cette miniature. Donc on voit la fenêtre, au-dessus le chemin, les hourds qui permettent une défense verticale de la base de la tour, puis la toiture avec des lucarnes, enfin un beffroi avec un épi de faîtage. C'est quasiment similaire à ce que l'on trouve à Laval, si certains d'entre vous connaissent la tour maîtresse de Laval. Et à l'intérieur de la tour de maîtresse de Laval, nous avons ce type d'élément qui a disparu sur Dourdan, bien entendu, avec un chemin de hourds circulaire. Voilà, c'est peut-être ce qui a été démonté lors des guerres de religion. Et donc, on peut estimer, alors c'est une évocation, encore une fois, estimer que ce qui a disparu sur la tour maîtresse, c'est tout ceci. Avec ici, en un étage utilitaire, puisqu'on a le puits, la cheminée, le four à pain. Au-dessus, un étage qui a une fonction peut-être de salle du conseil. Je ne reviendrai pas dans le détail pour ça. Au-dessus, un autre étage qui avec un accès assez étroit. Peut-être c'est là que le duc de Berry mettait une partie de ses collections, parce qu'on a des inventaires vers le 1401 où on sait qu'il y avait environ entre 100 et 200 pièces d'orfèvrerie dans la grosse tour de Dourdan. Donc ensuite l'étage de hourds, les combles avec les galetas, et puis le beffroi. Voyons maintenant ce qui se passe au niveau du bâtiment qui est accolé à la courtine, près de la tour ouest. Alors la première chose que l'on remarque, c'est qu'il s'agit de la zone qui a été la plus éclairée par l'artiste. C'est la zone, je ne sais pas si vous le voyez bien depuis la salle, mais c'est la zone la plus claire. On sent que cette zone, les deux tours-là sont claires. Donc c'est quelque chose d'assez important pour avoir été mis en valeur par la lumière. Voici un extrait du rapport de Philippe Lénart. Aujourd'hui, c'est tout ce qui nous reste. À droite, le trait rouge indique l'emplacement de la tour de la Vierge. Au milieu, la tour de flanquement. Ici, pour Jean, une grande cheminée qui pourrait être une cuisine. Peut-être en rose. Et donc, Philippe Lénart a indiqué en pointillé les murs de refente du bâtiment qui étaient là. Alors, il y a des éléments assez intéressants. Regardez les deux petites tours. Elles ont à la base des toitures des petits points qui indiquent des pièces de charpente que l'on n'a pas sur les autres tours. Au contraire, sur les autres tours, on a du crénelage. Là, on ne l'a pas. Donc, tout ça me laisse à penser, c'est une hypothèse aussi, que l'on a eu une phase de construction distincte dans cette zone. Ainsi, toute cette zone pourrait être le logis principal du château. Alors, deux hypothèses. Soit on a des appartements dans l'ensemble de ce bâtiment, y compris dans les tours, puisque l'on voit qu'il y a des fenêtres et des cheminées. Hypothèse numéro 2,
Nous avons la grande salle ici, et avec des appartements dans les combles. Le bâtiment situé au milieu de la courtine, par contre, lui, est nettement moins... Il est accolé au précédent et il est nettement moins décoré. Toutefois, on distingue quand même qu'il y a une belle cheminée, ainsi que des lucarnes. Donc c'est aussi un bâtiment qui est habitable. Vous voyez, on essaye de travailler sur les fonctions de ce château. Le troisième bâtiment, c'est celui qui est situé à l'emplacement des salles dites du duc de Berry, qui ont été fouillées par l'équipe des Amis du château de Dourdan dans les années 70 et 80. Bon, c'est un plus petit bâtiment. Il est intéressant parce que juste devant ce bâtiment, vous avez un reste de crénelage. Donc on peut supposer que autrefois, il y avait un crénelage continu sur cette courtine. Donc à l'époque de Philippe Auguste. Voici les salles sud, dites salles du duc de Berry dans leur état actuel. Et voilà une évocation de ce que pouvait être cet ensemble de bâtiments par Philippe Lénart, avec une vue des maçonneries encore conservées en élévation. Je vais maintenant voir le châtelet d'entrée. Alors c'est une pièce maîtresse du château. Elle est monumentale. C'est quasiment une sorte d'arc de triomphe. On rentre, bon, on sait qu'il y a des tas d'éléments de défense, mais ça est donc une arcade qui fait arc de triomphe et qui est surmontée par un beffroi avec épi de faîtage. Donc c'est quelque chose qui marquait de façon monumentale la différence entre la ville et le château. Vous remarquerez aussi que derrière les toitures des tourelles, on a des bâtiments qui sont accolés. Regardez, on a toujours aujourd'hui ce bâtiment qui est accolé. Devant, nous avons le pont-levis. Alors, c'est un pont-levis qui est projeté en avant. Vous avez des poteaux, excusez-moi, des poteaux qui soutiennent des flèches qui permettent de monter et de descendre une plateforme mobile. Alors, on a la chance d'avoir une représentation très précise sur le mois de juillet, c'est le château de Poitiers. Regardez à quoi ça pouvait ressembler. Et il est possible qu'un tel dispositif existait aussi devant la tour porte du château de Montlhéry dont je vous ai parlé ce matin. Voilà, c'est une hypothèse. Toujours est-il que lorsque l'on regarde la façade du château aujourd'hui, vous voyez qu'il n'y a aucune trace de rainure ou de feuillure permettant d'accueillir un tablier mobile contre la façade du château. Donc ça prouve bien qu'on avait un dispositif qui était projeté en avant de la fortification. Et d'ailleurs, on distingue encore le ressaut, ici, sur lequel pouvait s'appuyer cette plateforme mobile. Et comme vous pouvez le constater, les lits de pierre correspondent parfaitement avec la contrescarpe. Voici les courtines de part et d'autre du châtelet d'entrée, donc avec des crénelages qui doivent dater de l'époque philippienne. À droite, vous avez une photo qui représente le bâtiment actuel du musée. On a deux fenêtres. Ce sont probablement les deux derniers vestiges du crénelage, ce qui nous permet de nous donner une hauteur de la courtine. Cet élément, il pose problème. On ne sait pas ce que c'est. On est situé approximativement à l'emplacement de la tour des chauffeurs. La tour des chauffeurs, c'est la tour de flanquement qui est au milieu de la courtine entre la tour maîtresse et la tour dite de la Vierge. La tour de la Vierge, c'est celle-ci. C'est quand même un vestige intriguant parce que vous voyez, il est plus haut que le châtelet d'entrée, il est moins haut que la tour maîtresse, donc c'est quand même quelque chose d'assez monumental. Et quand on regarde les plans précis que l'on fait actuellement, on se rend compte que le châtelet d'entrée n'est pas strictement perpendiculaire à la courtine, il est légèrement décalé vers la gauche afin d'être exactement en face de la base de la tour. Alors, deux hypothèses à cet emplacement. Voilà, c'est la tour que vous voyez au premier plan. Deux hypothèses sont possibles. Première hypothèse,
Il pourrait s'agir des vestiges de la chapelle castrale. Donc Guyot avait retrouvé, comme l'a dit Vincent, des vestiges vers 1900. On sait par ce plan qu'il y avait une chapelle Saint-Jean-Baptiste, si je me souviens bien, à cet emplacement-là. Mais c'est une chapelle qui avait été reconstruite par l'amiral de Gravine. Donc est-ce qu'il avait un peu déplacé la chapelle? J'en sais rien. Voilà, ça c'est l'hypothèse 1. L'hypothèse 2, est-ce que c'est à cet endroit-là, finalement, que se trouvait la grande salle? Un petit peu comme au Louvre ce matin, où on avait la grande salle devant une tour médiane. Christian, ça fait 25 minutes. Je continue. Je vous montre encore quatre cette minutes, photo. Vous voyez, sous la flèche, il n'y a rien. Il n'y a pas de toit. Un petit peu comme si on avait soit rien du tout, soit un bâtiment qui était assez bas, accolé à la courtine, avec un toit à une seule pente. Et à cet emplacement-là, qui correspond aujourd'hui à la maçonnerie qui est derrière le musée, ce sont les zones qui ont été décrites par Vincent ce matin. Alors, le plan du XVIe siècle nous indique qu'il y avait des écuries, et puis on sait aussi, Vincent en a parlé, qu'il y a eu une grange à un moment donné dans cette zone. À l'époque philippienne, je ne sais pas ce qu'il y avait là. Voilà. Donc, on est comme Vincent, on est un petit peu incertain pour cette zone. Donc, en conclusion, ah bon, il y avait marqué attention dessous, hein. Je vous le dirai oralement. En conclusion, la miniature des Rigeurs du duc de Berry me semble être un document de toute première importance pour la connaissance des parties disparues du château de Dourdan, parce que l'on sent que l'artiste est allé sur le terrain, qu'il s'est assis dans la campagne, qu'il a pris une feuille et puis qu'il a dessiné ce qu'il voyait le plus précisément possible. Ensuite, il est allé en atelier pour peindre la miniature. Et voyez-vous, j'aurais pu continuer la présentation en vous parlant du château d'Étampes. Alors le château d'Étampes, c'est encore plus important, c'est encore plus pertinent que ça a été dessiné sur le vif, parce que pour deux éléments. Il y a un premier élément qui est un bout de toit qui ne peut avoir été dessiné que si on l'a vu. Il est tellement infime, c'est pas possible qu'on l'ait inventé dans un atelier. Le deuxième élément, c'est que sur la représentation d'Étampes, on voit les traces du siège de 1411 et le siège qui a entraîné des trous dans les maçonneries et des charpentes qui ont brûlé. À Dourdan, il n'y a rien. Mais Dourdan s'est rendu sans combattre. C'est pour ça qu'il est intact sur la miniature. Voilà, je vous remercie. Merci Christian pour cette analyse. S'il y a une question.